Merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de commencer ma présentation en, en parlant d'abord d'un moment qui a été très important dans l'histoire de ma famille, de mes ancêtres, qui est l'histoire de la Révolution haïtienne. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. La Révolution haïtienne, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y avait une économie de plantations qui ont été créées dans la Caraïbe, donc un territoire autochtone qui a été occupé d'abord cette île-là spécifiquement par Christophe Colomb, qui a ensuite passé sous contrôle français dans la partie occidentale de l'île. Le but de l'exploitation d'abord de l'or sur l'île a rapidement arrivé à la fin. La population autochtone de l'île a rapidement été exterminée par les Espagnols. Lorsque les Français ont pris le contrôle de l'île, on s'est mis donc à faire principalement de la canne à sucre. Donc, on a remplacé un mode de vie autochtone par l'importation de personnes africaines directement sur l'île pour faire de la monoculture qui, à l'époque, était principalement de la plantation de canne à sucre. Bien sûr, en soi, ça inclut non seulement un désastre humanitaire épouvantable que je n'ai pas besoin de vous expliquer les détails de ça, je pense, mais aussi une catastrophe écologique en termes de ce que ça pouvait représenter de remplacer la nature par une économie de plantation avec une seule culture. La révolution haïtienne, ça a été que le système était tellement violent qu'à l'époque, donc à la fin du 18e siècle, la majorité des personnes sur l'île étaient première génération africaine. Le système de l'esclavage faisait en sorte qu'il y avait, contrairement à d'autres colonies, tellement peu de personnes qui survivaient longtemps sur l'île que donc on réimportait constamment des nouvelles personnes. Donc au moment de l'indépendance d'Haïti, la majorité des habitants d'Haïti étaient première génération africains. Ce que ça a créé, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, il y a eu des grands débats sur qu'est-ce qu'on fait avec l'économie du pays maintenant qu'on s'est créé un pays. Est-ce qu'on veut reproduire le républicanisme français? Est-ce qu'on veut une monarchie? Est-ce qu'on veut reproduire l'économie de plantation, mais avoir des personnes noires, des personnes métisses comme les propriétaires de plantation? Ou est-ce qu'on veut plutôt reproduire une économie à l'africaine sur le mode des villages en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, qui avait été laissée par les gens qui avaient été amenés en esclavage? Cette tension-là, elle est encore présente dans l'histoire d'Haïti aujourd'hui. Et je pense que c'est important peut-être de commencer par ça pour dire que finalement, la résistance à l'économie capitaliste d'exploitation et d'extractivisme, elle était déjà présente au 18e siècle. Elle était déjà présente au début du 19e siècle par toutes ces personnes-là qui ont décidé, nous, on va créer des villages, on va recentrer ça sur nos spiritualités africaines qui nous parlaient d'un respect de la nature, d'une relation avec la nature dans notre éthique, notre relation aussi les uns avec les autres. Et dans le fond, quand on comprend ce qui se passe dans les régions rurales en Haïti encore jusqu'à aujourd'hui, c'est une transmission intergénérationnelle d'une culture non capitaliste, anticapitaliste par la force des choses, qui a toujours été là depuis longtemps et qui continue d'être sous attaque par les élites haïtiennes elles-mêmes, mais aussi par les Américains, la France, le Canada, les puissances occidentales qui veulent imposer une gouvernance à Haïti, une économie à Haïti qui ne correspond pas à ce que plusieurs personnes en milieu rural veulent. Ce genre de résistance-là au capitalisme est aussi présente depuis très longtemps au Canada auprès de toutes sortes de communautés. Peut-être un exemple que j'ai envie de vous donner, sur lequel j'ai eu l'occasion de faire plusieurs recherches l'été dernier, c'est sur l'histoire du peuple Métis, auquel je me suis intéressée justement parce qu'il y a tellement de personnes qui s'imaginent être Métis qu'ils ne sont pas de ce temps-ci, c'est très à la mode. Donc, c'est quoi l'histoire du peuple Métis? Dans un contexte où le Canada, surtout l'ouest du pays, avant d'être un pays, était une colonie, était une compagnie carrément. Donc, la compagnie de la baie du Thon possédait ce qu'on appelle les terres de Rupert. À cette époque-là, il y avait des guerres donc, dans le commerce des fourrures entre différentes compagnies qui se battaient pour le monopole du commerce des fourrures. Dans ce contexte-là, la HBC, donc la compagnie de la baie du Thon, finit par gagner et mettre à pied un paquet de ce qu'on appelait des voyageurs, beaucoup des Canadiens français, qui avaient été employés dans le contexte de cette guerre-là des fourrures.
Il y en a une partie qui est revenue au Québec, il y en a une partie qui est restée dans l'Ouest canadien et qui a décidé de rompre carrément avec les structures capitalistes, coloniales, d'exploitation, d'extractivisme. Ces gens-là, avec des femmes autochtones locales, donc principalement Cris, ont eu des enfants qui se sont comportés de façon tant autonome des structures capitalistes, extractivistes, coloniales, que des populations des Premières Nations locales et qui ont créé un mode de vie, donc, avec un système de loi, un système d'organisation de l'agriculture, un système d'occupation du territoire, un système de chasse qui était profondément non capitaliste. Et c'est parce qu'il était non capitaliste que John A. Macdonald, quand le Canada a acheté la terre de Rupert, a cherché profondément à exterminer le peuple Métis lors de la création du Manitoba en 1870. Donc, c'est parce qu'il y existe depuis longtemps des traditions non capitalistes au Canada que ces peuples-là ont subi un niveau de violence institutionnelle absolument difficile à imaginer, mais que ces traditions non capitalistes-là aussi continuent d'exister jusqu'à aujourd'hui à travers les savoirs de ces populations-là, à travers les cultures de ces populations-là, à travers les intellectuels de ces populations-là, à travers les aînés de ces populations-là. Donc, j'avais envie de vous commencer par donner ces deux exemples-là et je pourrais vous en donner d'autres. Bien sûr, quand on parle aussi de, finalement, la loi sur les Indiens, la création du système de réserve, qu'est-ce que c'est? C'est, oui, déplacer les gens pour permettre d'ouvrir le territoire à l'exploitation capitaliste, extractiviste, coloniale, mais c'est aussi une façon de prendre le contrôle politique de la façon dont ces gens-là s'expriment pour s'assurer que la pensée politique non capitaliste, non extractiviste, non coloniale devienne marginalisée dans la production des savoirs institutionnels sur le territoire du Canada. Donc, quand on parle du capitalisme, il faut aussi comprendre que ce capitalisme-là est un travail de volonté de destruction des savoirs non capitalistes qui existent depuis des centaines d'années, voire des millénaires, un peu partout sur la planète. J'ai donné deux exemples, mais on pourrait prendre des exemples de pensées non capitalistes qui ont été méprisées, effacées, qu'on a tenté de génocider un peu partout dans le monde. Ce que ça donne, c'est que maintenant, au début du 21e siècle, on essaie de penser une sortie du capitalisme, on se gratte la tête, puis on se dit quelles sont les utopies qu'il faudrait imaginer pour essayer de penser un monde à l'extérieur du capitalisme. Et ce réflexe-là, il est humain, il est normal, mais il est aussi ancré justement dans cette perte-là d'héritage. Cette perte-là d'héritage de paquets de cultures à travers le monde qui avaient déjà pensé des systèmes économiques, des systèmes politiques à l'extérieur du capitalisme et dont les pensées ont été marginalisées. Elles ne sont pas perdues, mais elles sont clairement exclues le plus souvent, notamment du système de production intellectuelle universitaire. Il y a tout de même, bien sûr, des gens, des communautés autochtones, non occidentales à travers le monde qui sont bien sûr dans le système universitaire. Une personne qu'on cite de plus en plus en sciences politiques qui pense une façon différente de produire de la théorie politique non capitaliste, c'est Glenn Coulthard, qui est un intellectuel d'aîné, donc du nord du Canada, des territoires du nord-ouest, et il a pondu le terme de grounded normativity, ou on pourrait appeler ça de la normativité ancrée, pour essayer de schématiser un peu une façon de penser qui se retrouve dans plusieurs communautés autochtones. C'est-à-dire l'idée que, d'abord, premièrement, l'humain et le non-humain sont toujours interreliés, donc l'interrelation est fondamentale à la pensée politique. Deuxièmement, cette interrelation-là entre le monde humain et le non-humain mène à un développement de relations, d'une éthique, donc une pensée éthique particulière qui est ancrée dans la spiritualité et dans la croyance fondamentale de l'interrelation entre l'humain et le non-humain. Et troisièmement, que cette éthique-là doit s'incarner au quotidien dans toutes nos relations les unes avec les autres, y compris avec le monde non humain. Donc, elle est théorisée et appliquée
dans le même geste, finalement, à partir du quotidien. Donc, c'est une façon complètement différente d'arriver à théoriser des systèmes politiques, arriver à une forme de réflexion éthique et d'arriver à réfléchir aussi à des relations économiques. J'avais envie de vous citer Leanne Simpson, qui est une penseuse Anishinaabe, aussi universitaire Anishinaabe, qui réfléchit beaucoup à partir de Glenn Coulthard et qui fait une réflexion très intéressante. Elle dit, peut-être un petit peu, ici, The fire in these pages is founded upon and propelled by a tremendous love of land, love of people, and love of DNA intelligence, whether it is that is hunting, making dry fish, scraping moose hides, storytelling, or visited with aunties and data. White Skin, White Mask, donc le livre de Glenn Coulthard, holds DNA people up, and watching how this work has been graded in DNA Day, I've learned how important it is that our work as Indigenous scholars leave our communities and nations in better shape than what we started, and how important it is to hold our people up as the brilliant, tough, loving revolutionaries we are, even when we are telling our most brutal and horrible truth, even when we are using $10 words. The most critical test of our work is whether it validates, clarifies, challenges, inspires, and confounds our own community. We don't always need to rely on the theories generated with grounded normativity, but we do need to interpret and apply those within the context of nation-based internationalism, and from which the ethical frameworks of grounded, from within the ethical frameworks of grounded normativities. What about the theories and practices of Black radical tradition, of revolutionary movements in the Global South, the work of Black womanists and feminists, anti-capitalism, anti-white supremacists, anti-heterarchical patriarchy, and abolition? Can we ethically engage these bodies of work and struggle? Do we ethically practices with grounded normativities requires us to engage not just with their theories, but with the people and peoples that embody these theories? Do our ethical frameworks teach us that we must develop relationships of reciprocity and co-resistance with these communities that embody both our ethical practices? How can our intellectual processes of ethical engagement be used to decenter our intellectual study from whiteness and produce productive ethical engagement with our global provocateurs? Ce qui est intéressant dans ces deux auteurs-là, tant Leanne Simpson que Glenn Coulthard, c'est qu'ils sont en train essentiellement aussi non seulement de mettre en mots des pratiques autochtones qui sont ancrées dans la raison pour laquelle le territoire était respecté lorsqu'il était entre leurs mains, mais sont en train de théoriser une forme, dans le fond, ce qu'elle appelle une forme d'internationalisme. C'est-à-dire que si ce que j'ai dit sur la grounded normativity, l'idée que on est toujours en relation avec les autres, que cette interrelation-là crée un éthique, et c'est important de toujours, dans nos relations avec les autres, d'incarner cette éthique-là. Mais c'est aussi appliqué à la façon dont les savoirs circulent, dans la façon dont on engage les théories les uns avec les autres. Tant Glenn Coulthard parle beaucoup de Frantz Fanon, que Leanne Simpson interagit, par exemple, beaucoup. Elle prépare un livre en ce moment avec Robin Maynard. Et la raison pour laquelle elles le font, c'est parce qu'ils disent on crée des relations avec les autres. En créant des relations avec les autres, on engage un échange de savoir, de pratiques non capitalistes, de pratiques révolutionnaires. Et à partir de cet échange-là de pratiques, on peut actualiser nos savoirs, continuer à bâtir là-dessus. Puis cette façon-là de voir les échanges intellectuels est complètement à rebours de l'extractivisme dans le monde universitaire qui arrive souvent, c'est-à-dire l'idée d'aller piger un proverbe indien quelque part, puis de mettre ça dans sa pensée, dans sa façon de réfléchir à la sortie du capitalisme. Donc, finalement, ce qu'on arrive à faire, c'est une invitation, je pense, à créer véritablement des liens les uns avec les autres, puis à s'imaginer qu'on est tous des penseurs, on est tous des personnes qui ont quelque chose à offrir. Et c'est important de se sortir de cet effacement-là des pensées non occidentales si on veut véritablement penser une sortie du capitalisme qui ne soit pas nécessairement à imaginer,
mais qui soit à se remémorer, ou qui soit à remettre à la surface, qui soit à visibiliser. Et bien sûr, à actualiser en fonction des réalités contemporaines. Je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est tellement difficile de faire ce travail-là, d'abord, je pense qu'on est tous un peu le produit de nos formations. On est tous très peu exposés à ce type de pensée-là dans nos formations universitaires, peu importe nos départements. Mais je pense aussi que c'est difficile à réaliser parce que fondamentalement, tant à droite qu'à gauche, on reste attaché à une forme souvent d'espèce de téléologie de l'histoire qui était tant présente chez Hegel que chez Marx. Donc, dans les traditions marxistes, c'est très présent aussi. L'idée que, donc, la société évolue, qu'on part d'un certain modèle d'organisation de cette société à une autre, et puis finalement, il y a l'histoire qui se termine à un moment donné où on arrive à l'organisation parfaite de la société. Puis nécessairement dans cette façon-là de théoriser qui est pas nécessairement explicite toujours de cette façon-là, mais qui est très sous-jacente à la façon de penser dans plusieurs disciplines, c'est que même si on parle de mettre fin à l'idée de progrès, à l'idée de croissance, arriver à imaginer le fait qu'on puisse imaginer une fin, c'est encore présenté comme un progrès. C'est encore présenté comme quelque chose qui va dans le futur. Puis dans cette idée-là infinie du progrès, on est encore dans l'effacement des savoirs qu'on a finalement pendant très longtemps stigmatisés comme étant des visions du monde primitives. Donc, je vais m'arrêter en disant que cet effacement-là ne nous avance pas. Très pragmatiquement, au Québec, si on veut, par exemple, que ce soit réfléchir à ce qui se passe dans nos régions, à l'écologie, si on n'est pas en train d'engager les populations qui ont théorisé l'économie, la politique à partir du territoire depuis des millénaires, dans notre façon d'imaginer des alternatives, puis qu'on s'inspire plutôt, je ne sais pas, de la Scandinavie, c'est souvent la mode. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe à côté de quelque chose et on reproduit l'effacement des savoirs qu'on s'imagine être en train de vouloir briser. Donc, on reproduit la logique capitaliste qui est de l'effacement des populations locales, d'effacement des territoires locaux, mais en se disant qu'on le fait au nom de l'idée du progrès social. Donc, c'est extrêmement pernicieux, mais ça demande beaucoup de travail de se sortir de là. Moi-même, je me considère seulement au très, très début de ce parcours-là, puis je fais juste, en fait, essayer de lancer l'idée que ça serait important, tout le monde ensemble, de se lancer dans ce parcours-là, dans cette réflexion-là, pour ne pas, en fait, reproduire la logique coloniale dont on prétend vouloir sortir. Puis, je dirais peut-être, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la jeune femme kenyane dans le livre qui vient d'être cité. C'était une des citations que j'avais retenues, ou une des histoires que j'avais retenues. Vous savez qu'on vient de nous parler donc cette jeune fille kenyane-là qui était partie de son territoire, de sa famille, de son village, et qui revient dans un village qui était détruit. Et que j'ai envie de vous dire, si on veut réfléchir à comment ne pas détruire cette région-là du Kenya, la personne que j'ai envie d'entendre produire cette théorie politique-là, ce modèle économique-là de sortie de la destruction environnementale au Kenya, c'est cette jeune femme-là, sa mère, sa grand-mère. Ce sont ces femmes-là qui, quand elles étaient au pouvoir, n'avaient pas détruit leur environnement. Elles avaient quelque chose dans leur façon de voir le monde qui ne menait pas à la destruction de l'environnement. Donc, si ces savoirs-là font leur place dans l'université, on va arriver à comprendre comment ne pas détruire l'environnement spécifique de cette localité-là. Donc, ne pas donc penser à l'inclusion de tous sur la part théorique qu'on a à voir à la sortie du capitalisme. Je pense que c'est probablement la première étape à faire si on veut véritablement parler de transition. Merci beaucoup.